Si mon père avait été différent, je pense qu'effectivement, il n'aurait pas engendré autant de haine autour de lui. Donc, bien évidemment, le fait que ce soit un libertin, au moins, c'est pas un hypocrite. Moi, je dirais que fondamentalement, sa personnalité, je suis même pas sûre qu'il n'aurait pas été condamné aux assises, rien que sur sa personnalité, vous imaginez ? Le dimanche 5 avril 1992, dans cette maison grandiose près de Rouen, est retrouvé le corps sans vie de Sylviane Casse. Une jolie femme, mariée depuis 20 ans à un riche promoteur immobilier, et mère de 4 enfants. Nathalie, 21 ans, et 3 garçons, dont le plus jeune a tout juste 2 ans. Il était 20 h lorsque j'ai été prévenu de la découverte d'un corps à Anneville-en-Bourville, le corps de Madame Casse. L'atmosphère, lorsque nous sommes arrivés déjà dans cette propriété, la maison qui se situait au milieu de cette propriété et qui s'étalait, j'allais dire, sur 4 niveaux, qui correspondait à environ une surface de 1000 m². Donc c'est vraiment la résidence très très cossue. Était présent donc Monsieur Casse, sa fille, ses 2 ou 3 enfants, le médecin qui avait été requis pour constater le décès de Madame Casse. Nous étions entre 15 et 20 sur le terrain. Cette brigade n'a pas encore l'habitude d'utiliser les tests ADN, une invention toute nouvelle. Mais elle vient de recevoir une caméra vidéo. Un bel après-midi, toute la famille part au cinéma. Tous sauf Sylviane Casse, qui décide à la dernière minute de rester à la maison. Au dernier moment, il nous dit finalement je ne viens pas. Donc on insiste, je lui dis écoute, vas-y plutôt avec les enfants, je vais rester ici, si tu veux. Elle me dit non, je veux pas venir, je suis fatiguée, j'ai pas envie de venir. Bon, très bien. À 19h30, tout ce petit monde est de retour. Les enfants appellent leur mère, elle ne répond pas. Et Jérôme, qui a tout juste 12 ans, monte 4 à 4 les escaliers. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas la même de ma mère. Par contre, j'ai vu que le sac à main était renversé. Donc, réflexe normal, je suis monté en courant dans sa chambre voir ce qui se passait. Et ben, j'ai vu. Donc, oui, c'est moi qui ai découvert son corps. Il sera très vite établi que Sylviane Casse, qui possède une agence immobilière et une galerie d'art, n'est pas restée chez elle ce dimanche-là. Elle aussi s'est précipitée à Rouen, mais à la salle des ventes. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous étiez là déjà il y a 13 ans? Oui. Est-ce que Madame Sylviane Casse, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle tenait une galerie un peu plus bas. Absolument. Saint-Romain. Voilà. Elle venue souvent acheter les tableaux ici. Voilà. Je me rappelle très bien d'elle, oui. Une belle femme en plus, blonde, assez grande. Oui, je me rappelle très bien d'elle. Est-ce que vous vous souvenez que vous l'aviez vue le 5 avril 92, donc le jour, en fait, le jour où elle a été assassinée? Le jour où on vendait des tableaux, pour moi, elle était là. Elle était sur le côté par là-bas. Je me rappelle à peu près très bien de l'avoir vue, cette dame. J'ai même été témoigné, je pense. Étrangement, les enquêteurs n'accorderont que peu d'importance à ce témoignage. Il est environ 16 h. Sylviane Casse reste à peine 1 heure à la salle des ventes, puis rentre chez elle. Il lui faut 30 minutes pour arriver à Anneville. Vers 18 h, elle est assassinée près de sa chambre. Après le meurtre, les assassins affolés prennent précipitamment la fuite à bord de la BMW de leur victime qu'ils vont abandonner quelques kilomètres plus loin. Est-ce qu'en rentrant, elle a surpris les cambrioleurs? Est-ce que les cambrioleurs, venus faire un premier repérage l'après-midi, alors qu'elle n'était pas là, que nous n'étions pas là, se sont dit « chic, la maison est vide, rentrons ». Toutes ces questions n'ont pas été éclaircies. Bon, du fait de la découverte de ce véhicule dans ce quartier sensible, de
des renseignements recueillis auprès de témoins qui ont vu arriver ce véhicule, qui ont vu le conducteur descendre de son véhicule. Cela nous a permis, dans un premier temps, de rechercher le renseignement sur les lieux, de découvrir quelques indices et d'établir un portrait robot. Alors c'est vrai que cette piste a été privilégiée au début de l'enquête parce que c'était la piste la plus probante que nous avions à l'époque. Dans le véhicule, les gendarmes trouvent 2 tableaux et de l'argenterie. Quelques jours plus tard, ils vont arrêter un petit malfrat du coin. Chez sa sœur, des bijoux ayant pu peut-être appartenir à Sylviane Casse sont retrouvés. Il fera 6 mois de prison avant de bénéficier d'un non-lieu. Dès le 8 avril, la presse locale titre sur le meurtre, puis l'information passe dans les pages faits divers le reste de la semaine. Il faut dire que les cambriolages se multiplient à Rouen et que ce même week-end, 2 autres crimes ont eu lieu dans la région. Toutes les questions qu'on se posait en 1992 demeurent d'actualité. Pourquoi Sylviane Casse refuse-t-elle d'aller au cinéma? Pourquoi décide-t-elle de faire un saut à la salle des ventes sans prévenir son mari? Avait-elle un rendez-vous sur place? A-t-elle fixé un rendez-vous plus tard à la maison? Pour le premier avocat de la famille Casse, il fallait orienter les recherches autour des activités de la victime. Cet après-midi-là, Madame Casse voulait être seule chez elle. C'est une certitude. Ça, on ne peut pas le discuter. Qu'elle a pu partir de chez elle pour aller à un rendez-vous, ou qu'elle a pu recevoir quelqu'un chez elle. Parce que le chien, qui est un énorme chien bosseron important, qui peut un peu faire peur, a été enfermé ce jour-là, comme on le fait lorsque vous recevez quelqu'un pour que le chien n'aille pas lui faire peur ou l'embêter. On a toujours considéré la malheureuse victime comme étant un peu un des satellites du mari et vivant dans l'ombre. Ça n'est pas vrai. Madame Casse est une très jolie femme, intelligente, qui faisait aussi des affaires, une femme d'affaires, qui travaillait dans deux milieux difficiles, qui étaient le milieu immobilier et le milieu artistique, enfin le milieu des arts, pardon. Et elle rencontrait du monde aussi, elle rencontrait du monde. Criblée de dettes, la jeune femme est en conflit avec un receleur notoire. Un certain Messebel vient de lui acheter un tableau et à présent en conteste le prix. Il lui en voulait beaucoup. Bon. Donc, quand le drame est arrivé, je n'ai jamais pensé que Messebel se soit vengé, mais Messebel, comment dire, aurait pu faire cambrioler la maison pour récupérer ce qu'il estimait être son dû. Sylviane Casse a-t-elle voulu régler le différend avec Messebel toute seule? À la salle des ventes ou chez elle? Quoi qu'il en soit, cette hypothèse n'a pas été sérieusement explorée. On ne sait même pas si Messebel était présent cet après-midi-là à la salle des ventes. On apprendra par la suite qu'il alimentait probablement les réseaux terroristes algériens. Aujourd'hui, ce mystérieux personnage s'est complètement volatilisé. Quand je l'ai connue, j'avais des relations multiples, elle aussi. Donc, on a vécu 23 ans comme ça et tout s'est bien passé. Je la connaissais par cœur, elle me connaissait par cœur. La chanson des vieux amants de Jacques Brel peut pas convenir mieux qu'à nous. Bien sûr, j'ai eu quelques maîtresses, bien sûr, tu pris quelques amants, il faut bien que le corps exulte, je crois qu'il avait tout résumé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sera encore en train de s'amuser comme des fous, oui. Sur ces images, on voit Sylviane Casse en vacances à la Baule en famille avec sa copine Jocelyne, 4 ans avant sa mort. Alors qui est vraiment Sylviane Casse? Une charmante libertine, comme l'a décrit son mari? Une mère copine, comme s'en souvient sa fille? Certainement une femme qui jongle avec plusieurs vies, plusieurs personnages et dont le jardin secret est impénétrable. Le moins que l'on puisse dire est qu'André Casse a des façons toutes personnelles de vivre son deuil. Après la mort de ma femme, pendant
quelques semaines, j'étais totalement désemparé. Et j'avais une seule obsession, c'était de retrouver son sosie. Obsession idiote, mais enfin, une obsession, son sosie. C'est-à-dire qu'elle était morte, mais je voulais la retrouver, quel que soit l'âge. Bon. Je me suis adressé à une agence matrimoniale à Paris qui était connue à l'époque, qui apparemment a disparu maintenant, qui était de Sachi. J'ai ramené les photos de Sylviane à tous les âges, de 20 ans à 40 ans, et quel que soit sa condition sociale, peu m'importer. Ce que je voulais, c'était retrouver la même. C'était pour moi une véritable obsession. Elle m'a dit, oh là là, en ce moment, la Russie, c'est formidable, c'est un pays extraordinaire, et puis vous pourriez peut-être trouver sur un continent plus vaste une ou plusieurs personnes ressemblant peu ou prou à votre épouse. La recherche du sosie de sa femme amène André Casse à monter plusieurs agences matrimoniales dans l'année. Il ne trouvera pas la copie conforme de Sylviane, mais gagnera d'un seul coup beaucoup d'argent et en bon libertin, s'amusera bien au passage. Le juge Thierry Laurent, 32 ans, nommé dès le début de l'affaire, se rendra vite compte qu'André Casse est un personnage hors norme. Il est évident que André Casse faisait partie des suspects possibles. Il y avait des rumeurs qui couraient dans Rouen depuis 1 an et demi, disant que c'était sûr que c'était André Casse qui avait tué sa femme. Et il y avait une espèce de vérité judiciaire avant la lettre. J'ai envie de dire ce que André Casse disait lui-même, c'est qu'il a été victime très personnellement de sa personnalité. Après la mort de sa femme, il m'organisait des fêtes extraordinaires jusqu'à 4 h du matin dans sa maison, et il ne s'en cachait pas. C'est-à-dire qu'il ne fermait pas les volets, c'était au vu et au su de tout le monde. Il avait la vie sexuelle dont il se vantait, je ne pense pas, là encore, trahir un secret en parlant. Même le personnel de maison commence à jaser. Sa maîtresse officielle, avec laquelle il a déjà un enfant âgé de 2 ans, s'installe très rapidement dans les meubles. Et Sylviane Casse paraît à certains bien vite oubliée. Il aurait fallu que je me drape de noir, que je vive en pleurs et que j'hante quotidiennement le cimetière pour qu'on se dise tiens, voilà, comment dire, un mari éploré. Il faut dire que l'homme mène sa vie personnelle comme il gère ses affaires, à l'image de cette pub passée à la télévision, sans complexe. Regardez-la. Cette maison, nous venons de la construire. C'est un couple avec 2 enfants qui va en prendre possession demain. Madame, monsieur, vous aussi, arrêtez de jeter des loyers par les fenêtres. Vous pouvez être propriétaire. J'en ai la certitude et je vais vous le démontrer. Alors, appelez-moi, appelez-nous. Maison Tradi Atlas, 05 33 33 33. Dans les quartiers huppés, on se gausse du mode de vie très particulier des Casses. Sexualité débridée et copains maghrébins des quartiers populaires. André Casse intrigue et dérange. Il ne fait partie d'aucun réseau et semble faire un pied de nez permanent à la bourgeoisie locale. En banlieue commence à se répandre la rumeur d'un juif qui a fait tuer sa femme pour toucher le pactole. De l'affaire Sylviane Casse, on glisse insidieusement à l'affaire André Casse. Juste au moment où le juge est décidé à classer l'affaire, lui parviennent les révélations d'un toxicomane. Douad Joubri raconte à la police l'histoire d'un juif qui a fait tuer sa femme avec la complicité d'un certain Malek. Sorti de la drogue et de la prison, il tente aujourd'hui de comprendre le rôle qu'il a joué dans cette affaire. Vous vous souvenez à peu près, vous disiez quoi? Bon, je disais que c'était le commanditaire qui avait fait assassiner sa femme. M. Joubri n'était pas un témoin parfait, mais vous savez, dans ces affaires-là, c'est rarement des personnes absolument sans histoire qui recueillent ce type de témoignages. On ne se vante pas de ce genre de faits à des gens dont on sait bien qu'ils risqueraient justement, eux, de les dénoncer. Donc c'est quelqu'un du même monde, du même milieu, du même âge. Le juge confie l'enquête à l'inspecteur Morel de la brigade des stupéfiants, aujourd'hui à la retraite. C'est à lui que Douad Joubri fait ses révélations. Il me disait qu'il avait rencontré un ami avant d'être interpellé, Messoui Abdelmalik, pour citer son nom. Enfin, il l'appelait Malek, je crois, à l'époque, qui lui aurait proposé, il lui a dit tu sais, j'ai plus d'argent en ce moment, mais bientôt ça va aller mieux, je vais avoir de l'argent. J'ai un ami, le gros juif, il l'appelait, qui veut faire tuer sa femme, etc. Il m'a proposé si ça m'intéressait et tout ça. C'est vous qui l'avez nommé le gros juif ou c'est lui? Non, c'est moi au début, puis lui il a insisté après par la suite en disant ouais, de toute façon on va la voir. Bon, enfin. Après Douad Joubri, un deuxième toxicomane est arrêté à des centaines de kilomètres de là
et lui aussi raconte l'histoire d'un juif qui a fait tuer sa femme. Il s'appelle Jimmy Aubour et parle d'un complice dont le prénom, cette fois, serait Driss. Malek, Driss, les deux complices présumés. Coup de théâtre. Après ces révélations, le juge Laurent est persuadé de tenir le coupable. Une douzaine de policiers rentrent chez moi en me disant personne ne bouge, vous êtes en état d'arrestation. Et ils m'expliquent que je suis mis en état d'arrestation pour le meurtre de mon épouse. Je me suis dit, bon, si c'est une journée, on va m'interroger, autant que je déjeune. Et donc je déjeune et je me retrouve là et je me dis, de toute façon, une fois que j'aurai fini de m'expliquer, je vais être relâché aussitôt, donc c'est pas possible. Dans ce nouveau scénario, André Casse est le commanditaire du crime. Il reste donc à trouver les exécutants. On arrête très vite un copain d'André Casse qui s'appelle justement Malek, un ancien docker, et l'un de ses amis, un électricien qui s'appelle justement Driss. Je la connaissais, Madame Casse. Et André Casse, je l'ai connu dans les années 90, 89. Donc je la connaissais bien, la dame. Je connaissais... Puis quand j'ai vu sa mort, j'ai été estomaqué, tout ça, avec l'idée, j'ai vu son deuil, je l'ai vu. Je suis la seule personne peut-être à avoir vu André Casse pleurer. Au début, vous avez été interrogé par l'inspecteur Morel. Exact, oui. Et par le juge Laurent, les deux? Oui, les deux. Et qu'est-ce qu'il vous disait à ce moment-là? Le premier, ça a été un interrogatoire musclé. Il voulait absolument que je dise au départ que j'ai tué. J'ai tué, vers la fin, ça a fini, bon, t'as pas tué, c'est Casse qui a voulu faire tuer, c'est pas toi et tout. Et moi, j'étais ailleurs, j'étais dans un autre monde. Tant qu'on me parlait d'assassinat, j'étais ailleurs, je ne pouvais pas répondre, rien du tout. Mais le juge d'instruction était encore plus sournois, alors. Lui, il a attendu 8 mois pour me voir. Il m'a mis 3 mois à l'isolement d'entrée, ouais. Pourquoi? Quelle raison? Je sais pas. Je sais pas. Bon, après, par la suite, je sais que c'était pour faire une pression sur moi. Parce que c'était moi qui était considéré comme assassin. Et puis, pour me faire une pression, il m'a mis à l'isolement pendant 3 mois. Plus de 2 mois et demi, quoi, 3 mois d'isolement. Et là, j'ai vécu l'enfer. Je connaissais Malek Mistoui. Je connaissais très bien aussi Dou Adjouri. Je connaissais le père de Jimmy Aubour. Pas Jimmy de vue, mais sans plus. André, je l'ai connu après le drame, pour un chantier qu'il m'a fait faire en électricité. Puis l'arrestation s'est faite, je me suis retrouvé dans une histoire qui ne me concernait pas. Simplement, parce que j'étais l'ami de Malek, et dans l'enquête, ils étaient au minimum 2, et le deuxième, ça pouvait être moi. Les policiers découvrent que ces 2 hommes mis en cause avaient été contrôlés par la police dans les peut-être les 10 ou 15 jours qui précédaient la mort de Madame Casse, dans une voiture louée, qui n'avait pas été rendue, si j'ai bonne mémoire, à la date prévue. Et la voiture avait été louée au nom d'André Casse. Ce qui faisait quand même recouper le renseignement, et là qui a enclenché effectivement, après quelques semaines, la garde à vue et la mise en examen d'André Casse. Tout le monde y va désormais de son histoire accablante sur André Casse. Son meilleur ami vient voir le juge et raconte qu'André lui a demandé « Et toi, comment ferais-tu pour tuer ta femme ?» C'est tout à fait ça. Il lui a demandé en quelque sorte un conseil en lui disant comment, c'est ça, tout à fait. Comment, toi, si tu voulais te débarrasser de ta femme, comment tu ferais? C'est ça, qui a été aussi... et ça, je l'ai recueilli, je sais pas, dans mon bureau, ce témoignage. Jocelyne Delraux et celui de la mère de Sylviane Casse, c'est que les 2 derniers témoignages viennent de confidences qu'elles disent avoir reçues de Sylviane Casse, là encore je parle de mémoire, disant que Sylviane avait peur de son mari et qu'elle craignait qu'il porte atteinte à sa vie. Les témoignages de ses proches, avec en plus ce lien avec des gens dénoncés par quelqu'un qui était proche, ça faisait beaucoup, et c'est vrai que l'APJ, et notamment M. Morel, me confortait presque quotidiennement dans cette certitude. Les témoignages concomitants de la mère de Sylviane Casse et de sa copine Jocelyne, qui travaille d'ailleurs avec André Casse, ont-ils fait pencher la balance? Elles dressent de lui un portrait accablant, en racontant toutes 2 que Sylviane se plaignait qu'André voulait qu'elle se suicide pour toucher son assurance vie. Les 2 femmes rapportent aussi que les Casse étaient financièrement aux abois.
Une anecdote qui me met vraiment en mémoire où Sylviane était venue me voir en me disant « Mais t'es sûre qu'il ne reste plus de salaire à André, qu'il ne reste plus rien à payer à André ?» Je lui dis « Non, Sylviane, je lui dis la seule chose qu'il peut y avoir si tu n'as pas tout touché, c'est tes congés payés. » Et elle m'a dit « Ah, mais non, j'ai pas fait. » Donc j'avais remonté tout le dossier pour qu'elle puisse toucher les derniers congés payés d'André. Je peux vous dire que c'était effrayant, elle s'était mise... Mais attendez, Monsieur Casse a déposé le bilan de sa société au mois de décembre 90. Donc après, il y avait de très gros remboursements pour la maison. Donc effectivement, c'était très très dur. Pour les deux femmes, la mort brutale de Sylviane Casse demeure insupportable. Elles sont prêtes à faire éclater la vérité à tout prix, leur vérité. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas qui l'a tué, je ne sais pas comment. Il y a des invraisemblances et j'ai besoin de savoir. J'ai besoin pour être un peu plus calme peut-être. Voici soudain le mari victime, devenu le coupable idéal. Et pourtant, le dossier demeure bien fragile. Y a-t-il une preuve? Y a-t-il un aveu? Y a-t-il une préméditation possible? Il n'y en a pas. Y a-t-il un mobile? Il n'y en a pas. C'est alors qu'André Casse se donne lui-même le coup de grâce. Après la mort de sa femme, il encaisse plusieurs millions de francs, destinés en fait à une banque. Cet argent ne lui revient pas. Il le sait, il ne le niera jamais. Mais en vieux routier des affaires, il se dit qu'il va faire fructifier cet argent quelque temps. La justice pense enfin tenir son mobile, l'argent. Il a touché, au bout de tout ça, d'assurance décès, qui veuille ou qui veuille pas, 2 700 000 francs, plus à peu près 1 300 000 francs de la caisse des cadres, etc., la caisse complémentaire des cadres de sa femme, qu'il faisait quand même. Alors qu'il était complètement sur la paille, il était même plus imposable avec sa maison. Il avait, on avait calculé, il avait à peu près 50 000 francs, rien que de remboursement de traite et d'entretien de la maison tous les mois, sans compter le reste. Avec ça, il était la prodigalité, lui, c'était... Donc ça lui faisait 4 millions de francs. C'est une somme qui permet à quelqu'un de très, je veux dire, intelligent, il faut dire on peut repartir sur de nouvelles bases avec 4 millions de francs quand même. Pour l'instant, le dossier repose surtout sur les témoignages de deux toxicomanes à peine crédibles. Une course contre la montre démarre pour faire parler les témoins et d'abord la compagne de l'époque de Malek Mestoui. Il me donnait des phrases toutes faites et il me disait de dire ça, quoi, de dire que c'était Malek qui avait fait un crime. C'était ici, hein? Oui, tout à fait. Vous pouvez me montrer, vous vous souvenez où vous étiez? Je pense que c'était une de ces fenêtres qui donne par là. Quand vous êtes dans ce quartier, quand vous voyez cette prison, vous pouvez passer comme ça devant? Jusqu'à présent, c'est la première fois que je reviens avec vous ici parce que c'est un quartier que j'ai complètement occulté. J'ai les mains mouettes, je suis pas bien du tout, quoi. Et tout ça pour une histoire qui ne vous concernait même pas? Non, parce que j'ai vécu avec un homme et qu'on connaissait Monsieur Casse et que pour eux, il y avait même le juge lui-même, le juge Laurent m'a répété que c'était pas normal, qu'on n'était pas du même monde et que pour lui déjà c'était ça qu'il expliquait pas. En fait, ça partait de là. En fait, vous avez été très courageuse parce que si vous aviez dit bon, ben, je balance Malek, par exemple. Bah, je sais pas si c'est du courage. Pour moi, c'était la vérité. C'est ce que je leur ai répété. Je peux pas vous dire quelque chose qui n'est pas vrai quand même. Je peux pas inventer. Qu'est-ce que ça va me donner de vous dire ça? J'ai dit mais est-ce que vous vous rendez compte? Elle fera 3 semaines de prison et ne dira pas ce qu'on attend d'elle. C'est ici, au commissariat central de Rouen, que toute la famille Casse est entendue, et tout particulièrement Julien, le fils aîné, âgé alors de 15 ans. Au départ, j'étais interrogé par un inspecteur qui a commencé à me poser des questions, qui voulait savoir plus sur mon père, plus sur la vie de famille, qui commençait à m'expliquer qu'en fait, mon père avait avoué l'assassinat de ma mère,
qui a commencé à me montrer des photos de ma mère en me disant « Tu vois, c'est ton père qui a commis ça ». Alors évidemment, elle était dans sa mare de sang. Pendant un moment, ils m'ont laissé 15-20 minutes tout seul dans la pièce. Et après, il y a l'inspecteur Morel qui est rentré dans la pièce, qui est venu pour discuter avec moi, qui m'a reposé les mêmes questions, qui m'a expliqué que mon père était coupable, que c'était l'assassin. Vous avez, dans votre déposition, dit qu'il vous avait proposé une ligne de coke. Oui, tout à fait. En fait, l'inspecteur, pas l'inspecteur Morel, le collègue de l'inspecteur Morel, est venu me voir en souriant et en me disant « Tu sais, ici, tu es chez les stupéfiants. Si tu as besoin d'une ligne pour la décontraction, on comprend très bien, puisqu'avec tous les malheurs que tu as vécus, ça pourrait t'aider à te détendre et à te faire rappeler de la vérité. » J'ai appris que plein de témoins disaient que je leur avais dicté carrément leur déposition, etc. Je maintiens formellement que j'ai recueilli en toute objectivité les dépositions, quelles ont été ce qui a été écrit. Tous ces gens sont toxicomanes jusqu'à présent. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vérifié le fait que ces deux personnes se connaissaient très bien, Douad Djoubri et Jimmy Aubour? Jimmy Aubour était très défavorablement connu. On n'a pas vérifié à cette époque-là s'ils connaissaient Djoubri Doua ou pas. Parce qu'en fait, ils habitaient le même quartier. À vrai dire, quand c'est quelques mois après que nous ayons été saisis que Jimmy Aubour s'est fait interpeller dans une affaire de cambriolage par la brigade criminelle du commissariat central. Et de lui-même, il a dit à nos collègues qui voulaient faire des révélations sur une affaire de meurtre. Il parlait de l'affaire Casse, donc nous étions saisis, nous avons dépêché un collègue du service pour entendre Jimmy Aubour, qui a quasiment réitéré les déclarations, les affirmations de Djoubri Doua concernant cette affaire, et qui nous a même précisé qu'il aurait été assisté d'un certain Driss. Jimmy Aubour, le deuxième toxicomane, qui a colporté la même rumeur, est revenu très vite sur ses déclarations. Dans une lettre au procureur de la République, il dénonce lui aussi les pressions policières. Dans la famille Casse, c'est Nathalie l'aînée qui prend tout en charge. Elle qui rêvait d'une carrière de juge arrête net ses études pour s'improviser mère de famille nombreuse. Vous êtes retrouvée à quoi, 22 ans? À la tête d'une famille assez importante. Du coup, vous avez votre petit frère est devenu votre fils. Il vous appelle maman d'ailleurs. Oui, Aurélien, oui. Et disons que j'ai toujours élevé. Il se souvient absolument pas de sa maman. Je l'ai eu, il avait 2 ans et demi en fait. Donc pour lui, la transition était plutôt simple. Le plus dur a été pour mes frères, qui étaient adolescents, au début d'adolescence à l'époque. Et qui sont restés avec vous aussi. Et qui sont restés. Et le fait qu'aucun psychologue ne vous a proposé ses services, tout ça est un peu aberrant, non? Et ni un psychologue, ni une assistante sociale, personne n'est venu voir un peu comment cette jeune femme élevait tout ce petit monde. Ah non, 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 il faut dire aussi que d'abord aucune décision n'avait été prise par le juge comme il aurait dû légalement la prendre, première chose. Et deuxièmement, de toute façon, on fuyait la DAS. Julien, en particulier, vit très mal cette succession de drames, l'assassinat de sa mère puis l'incarcération de son père. Il s'enfonce dans la drogue avant de s'en sortir grâce à un solide soutien familial. Pendant ce temps-là, Malek, André et Driss vont rester derrière les barreaux. Vous avez connu la prison, ça s'est passé comment? Je vais aller à la bibliothèque, je vais apprendre à jouer aux échecs, et je suis convaincu que tout ça, ça va s'arrêter. Il y a des surveillants très bien, il y a des tas de détenus très sympathiques, il y a des gens qui parlent plusieurs langues étrangères, j'ai rencontré des personnages vraiment intéressants. Il est évident qu'ayant fait 30 ans de judo au moment où je suis arrêté et 15 ans de karaté, c'est préférable, que d'avoir fait ping-pong. Pour André Casse, l'expérience n'est pas forcément dramatique. Il fait même du théâtre et devient une sorte de star de l'établissement pénitentiaire. C'est vrai que jouer la comédie ne lui fait pas peur. J'ai trouvé que ça avait un côté farce pour quelqu'un comme moi qui était accusé de ça. Et la division d'ailleurs des femmes nous a trouvé très sympathiques. Malheureusement, on n'a pas pu communiquer plus et je l'ai regretté fortement à l'époque. Sa façon même de vivre la prison est particulière. Vérité ou provocation, quoi qu'il en soit, l'homme démontre qu'il peut survivre à tout, aux calomnies, à l'injustice, à l'enfermement.
Ce n'est pas le cas pour Malek et Driss qui se trouvent propulsés du jour au lendemain dans des rôles de présumés assassins. Ils avaient leur conviction personnelle, mais fondée sur rien du tout. C'est juste une conviction personnelle du scénario qui a été monté, et puis il s'est accroché dessus, mais à pleine griffe, quoi. Et votre avocat n'a pas essayé de vous défendre? J'avais un avocat, vraiment, on parle d'avocat fantôme, je crois que le mien, c'était vraiment ce que j'avais, quoi. En 3 ans d'incarcération, je crois qu'il est venu me voir 3 fois, et il est venu quand il y avait les journalistes, voilà. Voilà, c'était plus pour se faire voir que pour me défendre. Comment se passait la prison? Est-ce que c'était extrêmement dur pour vous? C'est infernal. Surtout les premiers jours, on a l'impression qu'on rêve. Voilà. Des clés qui claquent, c'est un cauchemar qui finit pas, quoi. Puis le pire, c'est la sortie. À cause des gens. Des gens qui croient la sortie, c'était... ils n'ont pas de preuves, ils sont obligés de nous laisser sortir. Puis le regard des gens. Voilà. Je suis désolé. Oh putain. Vous avez fait 23 demandes de mise en liberté. De mise en liberté. Et comment ça se passait quand vous veniez pour la demande de mise en liberté? Ça se passait comment? C'est-à-dire que j'avais affaire à une présidente de cour d'appel plus têtue qu'une mule. Non, têtue comme une mule. Elle ne me regardait pas, elle m'a regardé qu'une fois. Puis après, elle ne m'a jamais regardé. D'abord, elle avait un surnom, le compresseur. Mon président, il l'appelait le compresseur. Personne ne sortait. Puis j'expliquais mon cas à chaque fois. Elle me disait non, très très dur. Et puis surtout, ce qu'il y a eu, c'est la longueur d'instruction. C'est ça que le juge a, pour moi, maintenant je peux le dire, je ne savais pas, c'était lent, c'était très très lent, et puis il intrusait qu'à charge. C'était un discours de sourd, oui, non, tu retournes en prison, oui, non, tu retournes en prison. Puis à la fin, il m'a fait faire un marché, il m'a demandé même vers la fin de dire que M. Casse, il n'était pas bien avec sa femme, au pire aller, ils n'étaient pas bien tous les deux, j'avais juste ça à dire. Puis qui m'arrangerait mieux mon dossier pour moi, puis moi, j'allais pas raconter des salades, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient, les co-détenus, de manière générale? Moi, je disais j'étais innocent, et ils rigolaient, quoi, au départ. Après, j'ai évité de le dire. Puis les co-détenus, ils me disaient, ouais, ça va être perpète, ça va être 25 ans, ça va être... Comment vous vivez depuis que vous êtes sorti? Depuis que j'étais en prison, depuis 93. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée en 93. J'avais femme, enfant, et puis j'avais plus rien après. Après, j'ai plus rien eu. La justice prend son temps. Pendant plus d'1 an, André Casse et ses 2 co-accusés, Malek Nestoui et Driss Ouchani, vont rester en prison. Puis finalement, une confrontation entre tous les protagonistes va bouleverser la situation. Même le juge Laurent, il voyait bien que ça allait plus, quoi. Puis comme moi, j'ai dit à un moment donné, écoutez, je peux plus, je pense que ces gens-là sont innocents et que c'était dans une folie. À l'époque, j'étais tox. Peut-être que la prison, ça m'a sauvé, j'en sais rien. Là, lors de cette confrontation, c'était au mois de juin, je me souviens. Il y avait, mon bureau était plein et ce jour-là, Djoubri s'est totalement rétracté. Effectivement, il a dit « j'ai menti ». Je n'ai pas reçu de confidence ni de Mestoui ni d'Ouchani disant qu'ils avaient tué Madame Casse. Et donc tout s'est effondré en quelque sorte. Pour André, Malek et Driss, c'est la liberté. Ils pensent être enfin sortis du cauchemar. Mais leur joie sera de courte durée, malgré les excuses de Douad Djoubri. Vous espérez que les autres vous ont pardonné? Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Non, mais c'est à eux, hein, c'est pas... Vous espérez? Oui, un peu, quand même. Bah oui, quand on a mis des gens comme ça dans une sacrée merde, on espère quand même un peu qu'un jour on dit, bon, bah,
on tourne la page, quoi. Mais bon, ça, c'est à eux de voir, je crois. Quand j'ai remis en liberté André Casse et les deux exécutants présumés, le parquet a fait appel tout de suite et m'a traité d'irresponsable total. Et la chambre d'accusation à l'époque les a tous replacés en détention immédiatement. La justice tient ses coupables et n'a pas l'intention de faire marche arrière. Ne tenant absolument pas compte de l'avis du juge Laurent, la juge d'application des peines, Madame Rouleau, décide à nouveau de les jeter en prison. Avec un motif des plus flous, trouble à l'ordre public. La situation aurait pu en rester là, mais entre en scène un autre personnage, le nouveau procureur de Rouen. Nous sommes en 1996, c'est-à-dire 4 ans après la mort de Sylviane Casse et plus de 2 ans après l'incarcération de son mari et des 2 complices présumés. Le dossier est derrière vous, hein, vous pourrez le filmer si vous voulez, mais il est là, il fait une hauteur de 1,50 m. Donc j'ai commencé à lire ce dossier tous les jours, pendant quelques heures, chez moi d'ailleurs, dans le calme et dans le silence. Je dois dire que, après avoir lu les constatations des gendarmes, les 50 premières pages du dossier, j'ai été saisi effectivement d'un doute. Alors c'est vrai, il y a eu des déclarations de toutes sortes. Il y a eu ce monsieur qui s'est présenté ou qui a laissé entendre bon, que Casse aurait déclaré ou demandé comment on faisait pour tuer sa femme ou comment on pourrait faire. Il y avait aussi cet ami qui déclarait à plusieurs reprises que Casse avait dit à sa femme « Nous sommes dans une situation difficile, hein, si tu mets fin à tes jours, nous toucherons l'assurance vie ». Bon, il y a eu 2 ou 3 petits éléments comme cela. Et tout ça s'ajoute aux déclarations de ces repris de justice. Ça ajoute à la personnalité trouble de Casse, car c'est une personnalité extrêmement trouble, hein, qui est capable de beaucoup de choses, hein, mais je n'ai jamais été convaincu qu'il aurait été capable de faire ça à sa famille et à sa femme. Ça, je n'ai jamais été convaincu de ça. Jocelyne et la mère de Sylviane Casse ont attendu 13 mois en voyant très souvent André avant de témoigner contre lui. Vous connaissiez donc sa mère avant de la connaître elle? Le hasard a fait que j'ai revécu Le Lauréat, ce film que Dustin Hoffman a rendu célèbre, la fameuse histoire de Mrs. Robinson. Je l'ai vécu, et à part que là, il n'y a pas eu d'interdit au fait que je fréquente sa fille. La bonne amie et la belle-mère, c'est peu de dire que l'une et l'autre avaient des rapports troubles avec André Casse. Par leurs témoignages faux, par les dénonciations calomnieuses, un certain nombre de personnes ont permis que l'assassin échappe durant 13 ans au cours de la justice, qu'on fasse dériver cette affaire sur des pistes qui n'avaient absolument rien à voir. Ça martyrisait des familles. Or moi, aujourd'hui, je pense entre autres à une jeune femme qui s'appelle Jocelyne, qui, après la mort de ma femme, a tout fait pour la remplacer, qui s'est installée chez moi, qui venait me voir régulièrement. Et lorsqu'elle a compris au bout d'1 an que nous ne vivrions pas ensemble, m'a poursuivi avec une haine implacable et s'est mis d'un seul coup à fabuler en changeant tout à fait ses déclarations. Le personnage est complexe pour sûr, mais une enquête impartiale aurait pu tout de même nuancer ce portrait. Il y a des non-lieux qui peuvent être des non-lieux, disons, in favorem, c'est-à-dire qu'on a l'intime conviction qu'on est en présence d'un auteur, mais que la preuve dont on dispose est insuffisante. Donc là, je serai très clair. Le non-lieu est un non-lieu qui reconnaît pleine et entière l'innocence à la fois de Casse et l'innocence, alors je vais citer leur nom également, hein, de ces 2 autres personnes qui, comme lui, ont passé presque 3 ans en prison, Abdel-Salem Mestoui et Driss Ouchani. En sortant de prison, André Casse monte à Lille une petite entreprise de travaux publics. Mais malgré une énergie et des capacités incontestables, il a le plus grand mal aujourd'hui à repartir à zéro. Oui, mais surtout, tu envoies ça parce que c'est important qu'on puisse avoir le fax tout à l'heure. Hein. Oui, mais on le par fax et par courrier, donc pas de problème.
Alors là, on a un programme de 22 maisons que la mairie d'Hirson m'a donné. Ils m'ont donné ce terrain dans des conditions exceptionnelles d'acquisition, pas cher, très beau, une affaire fantastique. La seule difficulté, c'est que je n'ai aucun banquier aujourd'hui qui veuille me financer, compte tenu que dans ce désastre, j'ai perdu tout ce que j'avais, et y compris ma crédibilité au niveau des banques. Il gère sa société avec son fils Julien et sa compagne Brigitte. Les clients ont été rappelés. C'est systématique de toute façon, puisqu'en négociation... J'ai connu André, ça fait 23 ans. Je suis tombée mais radicalement amoureuse de ce personnage qui est atypique. Il était déjà chauve, gros, pas très beau, très humain, il est très sociable, il s'intéresse à plein de choses. C'est un passionné aussi, il adore ses enfants. C'est un amant fabuleux, vraiment. Et je ne m'ennuie pas. J'ai trouvé avec André un équilibre que je n'avais pas auparavant. Voilà. Ah, je te promets que ma vengeance sera terrible. La prison, je suis allée le voir parce que je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de maîtresses, on peut dire ça comme ça, et que du jour de son incarcération, il n'y a eu personne. Donc j'étais la seule qui allait le voir, non pas pour faire bien, mais parce que ça me faisait plaisir d'aller le voir. Donc j'allais le voir 1 ou 2 fois par semaine, les parloirs qui m'étaient accordés. Et c'est vrai que c'était très dur. Et là, j'ai vu un personnage extraordinaire. J'allais le voir avec la mine défaite et triste, et lui, c'est lui qui m'a remonté le moral. Et je trouvais ça fabuleux. Une autre personne venait le voir en prison, un ex-étudiant boursier de l'État congolais, maintenant devenu ingénieur. C'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. John était étudiant et il faisait une école supérieure d'électricité. Et il était venu à Grand-Queville et je l'ai connu au club. André, dès que je le vois, vraiment c'est quelqu'un qui se prend du plaisir en faisant presque du bien. Je ne pouvais plus payer mes frais de scolarité et donc j'étais un peu désespéré. Je rentre dans le bureau et je croyais que, à mon avis, je pensais qu'André devait appeler mon école pour essayer de trouver un terrain d'entente. Non, pas du tout. Et André qui me fait un chèque de près de 30 000 francs. Je ne savais même pas quoi dire. Il m'a dit non, non, John, vas-y, tu ne me dois rien, va. Ça me fait plaisir de te voir finir tes études. Les liens familiaux ont toujours été très forts chez les Casse, et ces années à ferrailler contre l'injustice n'ont pas le moins du monde entamé l'humour maison. D'ailleurs, Nathalie n'a-t-elle pas publié un livre très pince sans rire, intitulé « Mais tout va très bien » pour retracer toute cette affaire. Et des années plus tard, ses nombreuses visites au parloir continuent à lui inspirer des personnages cocasses pour des scénarios de polar. Ça va tout vert et ça va être une horreur. On devient tout rouge encore comme ça, là. J'ai eu l'impression qu'il était venu... Mais... Il m'a fait penser à quelques surveillants de prison alcooliques, là. Ils étaient aussi rouges que lui. T'as qu'à regarder, Gabriel. Chérie, objectivement, tu trouves que je ressemble à ma grand-mère? C'est celle de droite, hein. Franchement... Parce que l'autre, c'est la mienne de grand-mère. Nathalie n'a jamais cru à la culpabilité de son père. Elle est persuadée que le meurtrier court toujours. Pendant des années, elle va recouper des informations et chercher des témoins de l'époque, quitte à payer un détective. J'ai besoin de savoir les adresses de ces personnes, que vous sachiez tout à fait ses activités. Elle a une idée très précise sur l'identité de l'assassin. Les véritables assassins de notre mère, ça fait longtemps déjà qu'on est à peu près persuadé que c'est ce vendeur de lithographie, ça fait longtemps déjà. Il y avait beaucoup plus d'éléments, par exemple, que contre mon père, si vous voulez. S'il y avait quelqu'un qui devait être mis en examen tout de suite, ça n'était pas mon père, c'était cette personne. Monsieur D, comme nous allons l'appeler, a vendu une lithographie à la femme de ménage de la famille Casse, puis est revenu taper à la porte des Casse 5 jours avant le drame. Cette information est connue dès le début de l'enquête, mais allez savoir pourquoi les gendarmes n'ont jamais voulu la considérer.
La cuisine, elle donne directement sur la porte d'entrée, ce qui fait que vous voyez tout ce qui se passe. C'est très clair, c'est très net. Donc j'ai vu taper, j'ai vu quelqu'un qui proposait, comme tous les VRP, en bloquant un peu avec la jambe, le pied, pour empêcher qu'on ferme la porte et proposer des tableaux. Après les rentrées, ils ont discuté un peu, mais j'avoue que j'ai pas fait excessivement attention, comme tous les gamins, à ce qui se passe. J'ai vu qu'il y avait un monsieur qui était venu avec des tableaux. Avec son frère Jérôme, elle refait le parcours de ce mystérieux vendeur les jours qui ont précédé et suivi le meurtre de leur mère. Et ça, c'est le portrait robot sur lequel s'est reconnu donc le vendeur de lithographie, tu vois. D'accord. Monsieur D avait ses habitudes dans cet hôtel. C'est d'ailleurs ici qu'on retrouva la voiture de la victime en panne d'essence. Mais ce n'est pas tout. Monsieur D paya par chèque sa chambre le lendemain du meurtre. Il faut dire que ce vendeur de lithographie a un palmarès impressionnant. Pendant les 12 ans qui ont suivi le meurtre, il est condamné à 7 reprises pour vol aggravé, agression et rébellion en tout genre. Mais manifestement, Monsieur D n'intéresse pas la justice. Depuis des années, Nathalie cherche désespérément un élément nouveau susceptible de relancer l'enquête du meurtre de sa mère. Après des mois de recherche, elle retrouve enfin une jeune femme qui avait été la petite amie, elle avait 14 ans à l'époque, de Monsieur D. Cindy avait certes été entendue par la police, mais 8 ans après le drame et apparemment sans résultat. En 92, maman a été tuée et vous étiez avec l'un des principaux suspects. Et j'aurais voulu savoir comment ça s'était passé et si vous pouviez m'en parler un petit peu. Ça a été relativement simple, hein. C'est vrai que pour moi, je savais qu'il ne travaillait pas. Je savais que, pour moi, il vendait des tableaux. C'est ce qu'il me disait, qu'il vendait des tableaux aux personnes, du porte-à-porte, quoi, tout simplement. Donc après, c'est vrai que je ne rentrais pas dans les détails. Je voulais savoir si il avait déjà fait preuve de violence. Oui, une fois, je me souviens, oui, avec ma mère. Donc, vu qu'elle était contre cette relation, elle m'a donc interdit d'aller le rejoindre puisqu'il m'appelait donc par la fenêtre. Donc là, ça lui a donc pas plu puisqu'ils ont eu des petits échanges de mots assez sympathiques, on va dire. Donc ça lui a pas plu. Il est monté relativement en colère et sur lui, donc en plus, il avait une arme. Donc je peux pas vous dire si c'est une vraie, une fausse ou en plastique ou quoi. Et donc, mais il a fait un coup de pression avec à ma mère. Donc il lui a mis sur la tempe en lui disant tu la laisses sortir avec moi. Et comment est-ce que vous avez appris, en fait, ce que faisait cette personne? Comment je l'ai appris? Par ma grande sœur, au départ, parce qu'il parlait beaucoup plus à ma grande sœur. Et votre sœur, elle a été interrogée? Non, je crois pas, parce que sinon, on n'en a jamais parlé, mais non, je crois pas. Non, elle n'a jamais été interrogée. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis heureux de vous accueillir dans mon cabinet. Bonjour. Bonjour. Dès le lendemain, Nathalie apporte ce témoignage vidéo à la justice. Est-ce que tu as eu des confidences de Thierry à l'époque? En 92. En 92. Il t'a rien dit, je sais pas s'il se sentait mal, s'il se sentait bien, s'il avait fait un truc pas bien, s'il avait fait... Je sais pas. Ouais, je vois. Alors attends, je raconte vite fait ce que tu me dis et on voit après comment on va formuler ça. Alors oui, il a bien été au courant d'un braquage avec une vieille, ça serait mal tourné. Elle n'a pas pris beaucoup plus de détails, mais il lui aurait raconté que ouais, il y a eu un braquage qui se serait mal tourné avec une vieille. C'était lors de ses ventes de tableaux, de toute façon. Ouais, c'était lors de ses ventes de tableaux, comme il nous avait dit. Ouais. Est-ce que tu sais si, vu que ça s'est mal... quand il t'a dit si la personne était morte quand le braquage s'est mal tourné ou pas? Il t'a dit qu'il avait tué. Maintenant, tu sais pas si c'est par rapport à ce braquage ou pas. Il faudrait que l'assassin soit arrêté, parce que c'est quelqu'un de dangereux. Madame, il y a personne, elle souhaite évidemment plus que vous, vos deux frères et votre père, et que moi.
André, vous êtes totalement innocenté. Est-ce que vous avez l'intention d'attaquer des gens? À qui pensez-vous, par exemple? Je ne porterai pas plainte contre les 2 malheureux toxicomanes à l'époque qui ont été arrêtés et qui ont été manipulés et qui sont eux-mêmes victimes. Alors ceux-là, non. Mais tous les autres, tous ces braves gens, tous ces faux culs, tous ceux qui ont diffamé, menti, sali, y compris contre l'inspecteur Morel pour subornation de témoins, y compris contre les 40 juges de Laurent. Je sais que les juges sont inattaquables en France, mais il faut bien que, même si on doit aller en Cour européenne, il y en ait un quand même qui paye. Et que la présidente de la chambre d'accusation, Madame Rouleau, qui m'a remis en prison contre l'avis de ce fameux juge, contre l'avis des parties civiles, paye aussi. André Casse, Malek Mestoui et Driss Ouchani ont passé 3 ans derrière les barreaux et subi 8 ans de mise en examen sous contrôle judiciaire. 3 ans de prison dedans et 8 ans de prison dehors.